Je vais juste présenter Vincent Blanchet, mon ami et collègue, organisateur du Meetup iOS. Il a tant de titres et super beau. Et Géry Yvon d'ailleurs au centre de l'agence de Nantes. Ah oui, bah tout ça, tout ça. Non, sinon, il est tech lead d'iOS et il a présenté un moyen de modéliser des applications, des applications iOS, pardon, avec un outil qui s'appelle Twist. Donc voilà, bon talk. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous présenter Twist. Hein. On va voir les bases. Ça va être, je vais vous montrer un petit projet vite fait pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que Twist, ça vient bien derrière en fait le talk de Julien et Yann qu'il y avait juste avant par rapport à la refacto. Et je vais vous présenter ça. Bon, ça, on en a parlé. Donc, dans un premier temps, on va parler de la modularisation, ce que ça amène. Après, on va parler d'Xcode, ce que ça n'amène pas. On va parler de Twist. Je vais vous présenter vite fait Twist, quelques bases. Après, je vais vous montrer l'app de démo. Et après, je vais rentrer plus dans le détail des commandes pour vous montrer un peu comment on génère un projet. Et après, on va voir les autres fonctionnalités qui font plaisir. Et enfin, on fera un petit bilan. Donc, la modularisation. Pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que ça amène pas mal de choses, la modularisation. Ça permet l'isolation du code. On va pouvoir mettre toutes nos implémentations dans des modules séparés, ce qui va nous permettre de mieux tester notre code, de mieux travailler en équipe, parce qu'on va moins se marcher sur les pieds. On va pouvoir faire aussi, vu que c'est un module séparé, on va pouvoir faire une app de démo, parce qu'on ne va pas avoir comment dire, on va maîtriser les dépendances. On va pouvoir faire du feature flag. Vu que c'est indépendant, on va pouvoir le masquer ou le montrer très, très facilement. Et surtout, je ne sais pas si vous avez déjà eu des projets où vous avez abandonné les previews ou alors à chaque fois que vous voulez modifier une vue, la preview elle n'est pas fonctionnelle parce que l'app met longtemps à builder, parce qu'il y a plein de dépendances, la preview a besoin de plein de dépendances qui n'ont pas été mises à jour. Et ça va nous permettre déjà de moduler un peu ce problème. Et ensuite, ça va nous permettre de masquer l'implémentation. Et ça, justement, dans un cadre de refacto, c'est hyper intéressant. Parce que, étant donné qu'on va modulariser une feature, on va pouvoir la remplacer par un protocole, par une interface, en fait, et mettre notre module derrière. Et ça va nous permettre facilement de tester le reste de l'application, car on pourra remplacer le module par un mock, et ça va nous permettre aussi de pouvoir remplacer ce module par un autre module, et nous permettre de faire de l'A/B testing. Et enfin, on va pouvoir faire une migration plus facile, vu qu'on peut changer le module, l'implémentation du module, on va pouvoir le refacto. Voilà. Et en plus, ça va nous permettre un gain de temps finalement sur les temps de build, parce que quand on va modifier une feature, on ne va rebuilder que la feature et pas toute l'application. Vu que notre application, ça sera d'autres modules qui seront déjà précompilés, et ça sera beaucoup plus rapide. Les inconvénients de la modularisation, c'est souvent une plus grande complexité. On modularise, donc on va devoir déclarer plus de choses dans Xcode, on va devoir faire plus de fichiers, et d'où ce qui va arriver par la suite, c'est un onboarding plus long de personnes sur le projet pour leur expliquer comment on a fait pour déclarer nos modules, quelles options aller changer dans Xcode, des fois sans avoir sorti les configurations, donc on va être dans des menus au fond d'Xcode. On va avoir aussi un autre risque, on va avoir le risque d'over-engineering. C'est sympa les modules, mais si on décompose beaucoup, en fait, plus on va faire de modules, plus on va ramener la complexité et plus on va devoir gérer les dépendances. Donc voilà, il va falloir quand même, en fait, il va falloir de la seniorité, un peu de recul pour voir qu'on n'est pas en train de trop modulariser. Et enfin, le gros problème, c'est Xcode. On va voir pourquoi.
D'abord, il y a d'autres outils, hein. Il y a des outils disponibles pour faire de la modularisation. Bon, il y a Xcode, il y a SPM qui enlève une partie de nos problèmes sur Xcode. On a Bazel qui est vraiment quelque chose à part, qui va avoir son propre langage. Donc ça va demander quand même, c'est très puissant, mais par contre ça demande une très forte montée en compétences. C'est quand même un bon step à prendre. Et enfin on a Twist. Twist qui va, vous allez le voir, nous donner un entre-deux en fait. Donc Xcode, pourquoi c'est un problème? En fait, le problème d'Xcode, c'est son format de projet. Les ressources d'un projet sont définies dans le .pbx et chaque ressource a un ID de 24 caractères hexadécimaux qui sont gérés, managés par Xcode. Et dès qu'on va avoir à mettre les mains dedans, ben, ça va être compliqué parce qu'on va faire des erreurs, on risque de dupliquer des ressources, en enlever. Bref, à la fin du compte, on prend de la dette en fait juste sur ce fichier. Donc, cas classique, on démarre une feature A, on rajoute des fichiers dans le projet, on fait une feature B en parallèle qui rajoute aussi des fichiers dans le projet. On merge, et là, c'est le drame. Et là, on se retrouve avec des ressources qui ont la même ID, le même UID. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà, chaque fois, chacun sa technique. Bon, le but, c'est d'éviter ça. Après, on peut faire aussi des folies. On peut trier un dossier par nom et committer ça. Et là le conflit est sympa. Parce que si on a rajouté des fichiers en plus, ça peut être vraiment cool. Donc, en fait, une application modulaire, c'est un grand nombre de fichiers. Un grand nombre de fichiers, c'est de gros conflits Git à venir dans le projet PBX. Twist, on va voir. Donc déjà, qui connaît Twist? Cool. Et qui l'a mis en place en production? C'était la même. Ok, pas mal. Donc Twist, ça vient se placer, en fait, c'est un outil d'instrumentalisation de la création de projet. Ça vient se placer avant Xcode. C'est ce qui va générer le projet Xcode. C'est-à-dire qu'on va partir de fichiers de configuration qui vont être en Swift. Donc, on va avoir le project.swift et le package.swift. C'est les deux principaux. On va voir qu'il y en a d'autres. Mais grâce à ça, on va compiler en fait ce projet Swift. Et à la fin, le target, ça va être la sortie d'un Xcode Proj et d'un XC Workspace. Et ça, après, ça va nous permettre de bosser comme d'habitude et de produire des applications. Donc, ce qui est cool, c'est que vu que maintenant la source de vérité pour le projet, c'est des fichiers Swift, eh ben, on peut dégager le Xcode Proj et le XC Workspace et donc fini les conflits. Et là, déjà, ça, c'est une bonne win. Donc, clap de démo. Alors. Ouais. Donc c'est très simple, hein. C'est une petite app de démo. On va avoir, c'est un peu comme du retail, hein. On va avoir des catégories qu'on va pouvoir sélectionner. On va avoir des objets qu'on pourrait acheter. Et quand on clique dessus, on va avoir un détail de l'objet. Voilà. Donc ça, on est content. À côté, on va avoir un autre module qui est la carte qui représente MIME et l'endroit où on va faire la soirée. Ça n'a pas de rapport, mais pourquoi pas. Donc là, cette application, elle a été construite en utilisant Twist. Je vais vous montrer une des commandes sympas de Twist. C'est Twist Graph. C'est ce que j'avais à écrire. Voilà. Ouais, il faut que j'écrive, faut que je mette ça plus gros. Alors là, donc ça génère, Twist Graph, ça génère un graphe de dépendance. Alors, certains diront qu'il n'est pas sexy. Vous n'avez pas tort. Alors après, ça va nous permettre de montrer un petit peu comment est faite l'application. Donc,
l'application principale, celle que je vous ai présentée, elle est là. Là, si vous voyez mon pointeur, là-bas. Et on voit, en fait, de quoi elle dépend. Elle va dépendre de mon PLP kit, de mon router kit, de mon router API, du design system kit et du store map kit. En bleu, donc, c'est les applications. On peut voir que j'ai des applications en plus. Je vais avoir mon PLP example, mon design system example et mon store map example. Ça, c'est des applications que j'ai générées sur les modules que j'ai créés et qui vont me permettre de faire tourner ces modules séparément dans une application. Donc, ça peut être sympa pour faire une démo pour le métier ou même pour bosser sur l'application, pour faire de l'UI. Je vais avoir en vert toutes mes targets de test qui sont générées. Donc, vous voyez qu'il y en a une pour chaque module. Donc, c'est intéressant. Parce que tout ça, en fait, je vais pouvoir l'automatiser. En fait, ça fait beaucoup de modules, beaucoup d'applications. Donc, on a des targets de test. Mais tout ça, ça va se créer assez facilement, car on va le faire en code. Alors, je reprends. Donc là, on a vu la commande TwistGraph. Donc oui, il y a plusieurs formats de graphes possibles. Il peut sortir un PNG comme on a vu, mais aussi il peut sortir des points dot, des points, je crois, du JSON. Et après, il y a plusieurs. On peut filtrer aussi les résultats. On peut changer l'algorithme aussi de génération. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir suivre l'évolution de notre application et de pouvoir voir un peu comment on est au niveau architecture de module. Donc là, je vais vous montrer maintenant, on va plus rentrer dans toutes les commandes qui vont permettre de faire ça. Donc on va voir comment on génère ce projet. Donc d'abord, on va faire un twist edit. Donc je vais vous montrer twist edit. En fait, quand je vais lancer twist edit, ça va générer un projet temporaire Xcode. Et on va bosser dans ce projet temporaire. C'est là où on va déclarer en fait toutes nos targets, les packages, les schemes et bref, tout notre projet, tout ce qui fait notre projet Xcode. Quand on ouvre le projet, quand on voit le projet, en fait, on voit tout de suite qu'on va avoir un project.swift à la racine et on va avoir un package.swift. Donc dans le project.swift, au démarrage, on va juste avoir ça. Je ne sais pas si c'est assez gros. Vous voyez rien, non? Ouais, je vais... Ok, donc Twist fournit un DSL qui nous permet en fait de déclarer un peu comme dans Swift Package Manager nos targets et nos applications. Donc là, on peut voir que bon, là je vous montre juste une partie que j'ai utilisée, mais en fait, si on regarde la signature du project, il y a énormément de paramètres qui correspondent à tout ce que vous allez pouvoir trouver dans un projet. Je vais peut-être... Bon, je vais vous montrer vite fait. Voilà, on peut voir il y a le nom, l'organisation, les options, les packages, les settings, target, scheme, file header. Enfin, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Il faut savoir qu'après, il y en a d'autres pour chaque... par exemple, là, on voit les targets. Pareil, on va avoir un DSL pour créer les targets. Et tout ça, c'est en Swift. Donc, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut en Swift au-dessus. Donc, moi, ça va être là, ce que je vais vous montrer, c'est purement un choix que j'ai fait là pour cette application de démo. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc, en fait, à côté de ça, on va avoir un Project Description Helper dans lequel on va pouvoir mettre tous nos helpers. Il faut absolument les déclarer là-dedans, sinon ils sont pas pris en compte. Mais dans mon helper, je vais avoir une structure qui est feature description qui va avoir, en fait, moi j'ai estimé qu'en fait, mes features, j'allais avoir un nom, elles pouvaient avoir un nom, des ressources, une app d'exemple, un package d'interface et des dépendances. Et grâce à ça, après, derrière, je vais rajouter d'autres choses. Je vais rajouter
tiens, ben, le nom de l'API, il est normalisé, ça va être le nom de la feature API, le nom de l'implémentation, c'était le nom de la feature kit, le nom des tests, c'est le nom de la feature test, etc. Avec l'exemple. Voilà. Et derrière, je vais avoir une fonction de génération qui va prendre la description de la feature et qui va, en fonction des boolins que j'ai dans ma feature, créer les targets spécifiques. Donc là, par exemple, on va voir que j'ai une API. Les API, en fait, je les déclare un certain pass qui est complètement normé par rapport au nom de ma feature. Je vais déclarer une destination, un type de produit, un bundle ID, etc. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que dans mon projet, si je reprends le graphe, donc en fait, là, on voit qu'on a des modules qui vont être des modules fonctionnels, le store et la fameuse page produit. Mais on va avoir des modules techniques qui vont être le design system kit et le router kit et router API. Tout ça, c'est technique. Mais mes modules de feature, ils vont être stockés dans un dossier feature. Mes modules de technique, ils vont être dans un dossier foundations. Donc voilà, je déclare mes modules, je déclare mon routeur qui va ne pas avoir de ressources, qui ne va pas avoir d'app d'exemple, mais qui va avoir une interface. Mon design system qui va avoir des ressources, qui va avoir une app d'exemple, mais qui ne va pas avoir d'interface. Tout ça, je vais les stocker dans un tableau de fondation. Après, pareil pour mes features, je vais avoir la PLP, le store map, que je vais mettre dans un dossier de features. Et après, je vais construire, je vais générer mes targets pour chacune. Et après ça, je vais pouvoir toutes les ajouter dans mes targets à construire. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je ne vous ai pas parlé des dépendances externes. Les dépendances externes, elles se mettent dans le package.swift. Pareil que dans Swift Package Manager, on les écrit pareil. En fait, c'est vraiment Swift Package Manager. On rajoute la dépendance là et on fait un twist install avant de faire la génération de projet. C'est-à-dire, on va installer les dépendances, elles vont être fetchées, elles vont être mises sur l'ordinateur dans un coin qui ne vont pas être les dérivés de data classiques des projets avec Xcode. Et on va pouvoir les mettre à jour uniquement en faisant du twist install. C'est-à-dire que quand on va changer de branche, elles ne vont pas se mettre à jour automatiquement comme avec Swift Package Manager où on va attendre 5 minutes, aller prendre un café le temps que tout revienne. Donc là, ça va nous permettre quand même un bon gain de temps. Donc une fois qu'on a nos dépendances, qu'on a déclaré notre projet dans le project.swift, on va pouvoir faire un twist generate. Donc on repart complètement sur un projet neuf. En fait, ça nous écrase notre projet Xcode. Il reprend toutes les ressources qui ont été déclarées. Vu qu'on a déclaré des dossiers, il va récupérer tout le contenu des dossiers directement. Et on va avoir notre projet prêt sans aucun problème de tiens, quelqu'un a oublié de mettre la bonne target sur le côté. Là, le fichier n'a pas été mis au bon endroit. Il a coché plusieurs targets, etc. On ne va pas avoir ce problème-là. Là, ça va être vraiment notre fichier project.swift qui va déterminer
en fait, les dépendances, quoi. Oui, thanks. Alors, par contre, on a plein de targets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ouvre notre sélecteur de target, là, on va avoir toutes nos targets. Enfin, les targets de test, les targets d'exemple, les targets pour chaque package. Donc, en fait, ça peut devenir quand même... il peut y en avoir pas mal, quoi. Parce que là, on est sur 2 packages, 3 packages, allez, 4 packages, et ça fait déjà pas mal de targets si on multiplie par chaque exemple, test, etc. Donc, ça peut vite devenir... il peut vite y en avoir beaucoup. Étant donné qu'on génère le projet Xcode avec Twist Generate, il ne faut pas oublier, quand on change de branche, à faire un Twist Generate. Parce qu'autrement, on peut carrément oublier on peut oublier quand même pas mal de choses sur le travail qui a été fait en amont. Donc, ce qui est pas mal, c'est de mettre un petit hook sur du post-checkout pour lancer automatiquement le Twist Generate. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, en ayant mis une nomenclature forcée, par exemple de l'API, l'implémentation des tests et des exemples, c'est que j'ai déjà déterminé, j'ai cadré un peu ma nomenclature et mon architecture. Parce que derrière, au niveau des chemins d'accès au code, ils sont obligés de respecter en fait toute cette nomenclature. Donc ça nous donne un bon outil de cadrage. Et ce qui est intéressant par rapport à l'architecture, c'est que c'est comment dire, il n'y a pas d'architecture forcée. C'est vous qui déterminez un peu l'architecture que vous voulez donner. Donc, peu importe si vous voulez faire une archi hexagonale, je sais pas, du TCA, etc. C'est vous qui déterminez comment vous allez déclarer vos packages. Et d'ailleurs, pour pouvoir déclarer ces packages plus rapidement, on a une commande qui nous permet de faire du templating, Twist Scaffold, et qui va nous permettre de générer déjà des fichiers et des dossiers comme on a envie. Donc, on va pouvoir faire une usine à la génération de modules. Okay. Donc là, j'ai fait, moi, pour l'exemple, j'ai juste fait un template de feature. Dans cette feature, en fait, cette feature va pouvoir prendre un nom et un container. Donc le nom, c'est comme vous avez vu, par exemple, CLP ou Store Map, ou des choses comme ça. Et le container, de base, c'est features. Mais je peux mettre, si jamais je veux faire un package de foundation, je pourrais mettre foundation. Donc là, on peut voir que ça me génère un fichier API, enfin nom de feature API, un fichier nom de feature kit, avec certains passes en fait que je vais avoir déterminés. Pareil, ça permet encore de forcer encore plus de cadrer l'architecture au moins des fichiers. Donc cette génération de fichiers, elle s'appuie sur des fichiers stencil. Stencil, c'est vraiment du templating. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment tout bête, hein, mais c'est comment je vais déclarer le fichier d'API. Ça va juste prendre le nom de la feature et rajouter API derrière et rajouter une fonction placeholder. Donc, je vais avoir pareil pour l'exemple, pour chaque fichier que je vais rajouter. Donc là, vous n'allez rien voir, c'est ça? Yes. C'est ça. Donc, en fait, je vais vous lire un peu le schéma. Tout en haut, en fait, là, c'est en vert, ça va être les commandes à lancer. Donc ça, là, c'est vraiment pour le démarrage d'un nouveau module. Pour le démarrage d'un nouveau module, je vais faire un twist scaffold feature, le nom de mon nouveau module. Alors ça va me générer tous mes fichiers pour démarrer ma feature. Après, je vais faire un twist edit. Ça va m'ouvrir le projet temporaire Xcode. Et là, je vais pouvoir rajouter maintenant un truc tout simple parce que j'ai déjà mon
mon système de structure feature. Je vais juste rajouter une feature et déclarer ce que je veux comme target. Une fois que j'ai fait ça, je peux builder. Je peux voir déjà si ça compile, parce qu'en fait, vu que c'est un projet Xcode, tu peux voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Avant de faire le twist generate, je vais faire un twist install si j'ai rajouté des dépendances externes. Une fois que j'ai fait mon twist install, je n'ai plus qu'à faire un twist generate et j'ai mon projet Xcode. Il y a d'autres outils dans Twist. Il n'y a pas que cela. Cela, c'était les fondamentaux. Mais derrière, on a le selective testing qui est quand même super bien parce que ça nous permet, par exemple, je suis en train de bosser sur ma page liste produit, mon PLP kit. Si je le modifie et que je lance Twist test, il va lancer tous les tests qui ont rapport avec cette modification du module. Et si avant, bien sûr, on l'a lancé une première fois et tous les tests sont passés, si je modifie PLP kit, il va lancer que les tests qui ont rapport avec cette modification. J'ai aussi une commande twist cache qui permet de compiler en fait et générer des binaires pour tous les modules. Et ça va me permettre en fait d'accélérer nettement mon temps de build. Alors, twist cache, chez Twist, en fait, il y a un peu comment dire, du drama, parce qu'en fait, ils ont une fonctionnalité de cloud qui nous permet en fait de mettre ce cache en cloud et de le partager, par exemple, sur des énormes projets qui demandent des temps de build colossaux. Et on pourrait mettre tout ce cache dans le cloud. Donc, ce truc-là, c'était disponible en open source, sauf que maintenant, cette branche-là est partie en private, en branche privée, donc on n'a plus accès au code. Donc ça a bien, il y a eu pas mal de controverses autour de ça, surtout au niveau des gens qui s'étaient basés dessus pour faire de la CI/CD et surtout des providers de CI/CD as a service. Donc il y avait des gens qui les avaient accompagnés, qui se sont fait un peu déposer sur le chemin. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit bilan. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que bon, déjà, on a fini des conflits de Xcode Proj. On démarre rapidement une nouvelle feature. Ça permet de tacler quand même un gain de temps considérable. On a une déclaration claire des dépendances et on a un suivi des dépendances parce qu'avec l'outil de graph, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand on compile, quand on fait un twist generate, il va vérifier qu'on n'a pas de dépendance cyclique. Donc, si jamais on a un souci de dépendance cyclique, il va nous tacler direct. Ça nous permet facilement de faire de la normalisation et du cadrage de l'architecture. On a un Slack qui est très actif sur Twist. On peut poser des questions, on est quasiment sûr d'avoir une réponse. En inconvénient, bon, alors c'est pas dans le bon ordre, mais grosso modo, il y a une évolution rapide de l'outil, donc il y a pas mal des fois des breaking change ou des choses comme ça. On est quand même, je crois que le mois dernier, on a fait 3 versions au moins. Du coup, il y a un souci de documentation parce qu'elle n'arrive pas à suivre. Et voilà, je vous rappelle le problème du passage en closed source d'une partie du code, qui peut un peu faire peur parce que pourquoi ils ne mettraient pas d'autres parties en closed source. Bon. Un petit point là-dessus quand même, c'est que vu que c'est en amont de Xcode, Xcode n'a aucune relation avec Twist. Ça veut dire que du jour au lendemain, si vous voulez abandonner Twist, il suffit juste de reversionner le Xcode proche. Et là, vous pouvez virer Twist. Voilà. Ah oui, petite nouveauté quand même. Donc la WWDC, en plus d'être un générateur de mèmes, nous ramène quand même des trucs super sympas. Avec Xcode 16, là je disais, bon, je n'ai pas essayé, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'essayer, mais j'ai vu dans le changelog qu'en fait, au niveau du format de fichier, maintenant on va pouvoir déclarer un dossier en fait, et puis ça va plus être juste les dossiers, les fichiers un par un qui vont être référencés. Il va y avoir des dossiers, donc déjà ça va limiter nos problèmes de conflit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Wow. Merci. Wow.
Merci pour la presse, c'était cool. Dans ton projet de Twist, tu as des structs, templates, descriptions et tout. C'est toi qui les as mis en place ou est-ce que ça fait partie des exemples de base que Twist propose? Non, non, c'est un truc que j'ai mis en place. En fait, on se rend compte qu'au début, on met pas de choses comme ça en place. On décrit, on commence à avoir un project.swift, surtout l'objet projet qui grandit. Puis en fait, on se rend compte qu'on peut factoriser pas mal de choses et donc, on fait vivre ça comme un morceau de code classique, quoi. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question côté CI/CD. Est-ce que ça s'intègre bien sur différents outils? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, etc. En fait, tu peux essayer assez rapidement parce que tu n'es pas obligé de ne pas versionner ton Xcode Proj. Au début, tu peux juste installer Twist, générer ton Xcode Proj et au final compiler de façon complètement classique ton projet. Peut-être, alors j'ai pas essayé avec les histoires de package qui sont tirés à côté. Peut-être que tu serais obligé de lancer une commande twist install quand même avant. Enfin, c'est quand même pas mal de faire twist install, twist generate, et après tu pars dans un build classique en fait. Fait que ça, fait que ça lancer. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Dans le cadre d'une migration, je suppose que vous êtes parti du classique Xcode Proj et vous avez décidé de migrer vers Twist. Quel a été le plus gros pain point et comment vous l'avez passé? Alors déjà, je suis parti from scratch. Quand je l'ai fait sur un gros projet, c'était from scratch. Après, ils fournissent un outil qui est vraiment pas mal, qui permet d'analyser en fait le projet et d'extraire toutes les configurations du projet. Donc tu vas avoir une liste de toutes les configurations qui étaient dans le projet. Alors je sais plus, il doit y avoir une page spéciale pour la migration. Et je sais qu'ici, il y en a un qui a déjà commencé à migrer et tu pourras peut-être t'en parler. Tu sais, qui a posé la question là-bas, Nathan. Merci. Après, vous pourrez aller prendre un goûter. Bonjour, merci pour la presse. Est-ce que vous avez réussi à gérer les dépendances Cocoa Pods ou pas? Non, je les enlève. Ok. Ah, ça fait un moment que j'utilise plus Cocoa Pods et qu'à chaque fois j'essaye de passer sur SPM. Ouais, c'est. Ok. Quelqu'un d'autre ou c'est le goûter? Non, c'est bon. Bon, bah merci Vincent. Ouais, merci.